Mon prénom est Marta. Je suis la fille aînée des 3 enfants de Fernando Buesa et de Natividad Rodríguez. Quand je mentionne mon père, je me souviens de plein de moments de tendresse et de chaleur familiale auprès de lui. L'incroyable lecteur des contes qui me bordait le soir et me parlait de sa voix douce pendant que je m'endormais. Le contact de ses baissiers sur mon front pour vérifier si j'avais ou non de la fièvre. La délicatesse avec laquelle il soignait mes blessures quand je tombais en jouant. La patience avec laquelle il m'aidait pour faire mes devoirs. La saveur de la tasse de chocolat des dimanches froids d'hiver. Je l'entends encore jouer de la guitare et chanter pour les fêtes de Noël. Un petit détail, les casse-croûtes qu'il me préparait quand j'allais à l'université. Je me rendais à ses côtés pour qu'il me recommande quoi lire. Nous commentions les films que nous allions voir au cinéma. C'est lui qui m'a aidé à découvrir ma vocation professionnelle, avocate. Je lui ai demandé des conseils et il était toujours disponible pour m'écouter. Il ne lui était pas facile d'exprimer avec des mots ses émotions, mais il prolongeait ses étreintes plus que de coutume que nous nous quittions pour me démontrer combien il m'aimait. Mon père était essentiellement un homme bon. Il est né à Bilbao. Ensuite, il a vécu à Guernica jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à Vitoria. Et c'est à Vitoria qu'il a commencé à exercer comme avocat en 1970. Dans les premières années de la démocratie, il a assumé un compromis personnel, faire quelque chose pour son pays en s'engageant avec le Parti socialiste. Puis, la politique a toujours été comme un service, pour lui, la politique a toujours été comme un service public. Et pendant de nombreuses années, il a pu concilier ces deux activités. Finalement, en 1966, il a abandonné son activité professionnelle d'avocat pour se consacrer exclusivement à la politique. Il aimait profondément ce qu'il faisait. Tout au long de sa trajectoire politique, il a eu de grandes responsabilités au sein de toutes les institutions basques. Il est arrivé à être vice-président des affaires sociales et conseiller d'éducation du gouvernement basque. C'est durant ce mandat qu'il a réussi à diriger un important accord politique et social qui a établi les bases pour le réaménagement définitif et la normalisation du système éducatif basque. C'était une personne connue et respectée dans le milieu politique et social du Pays basque. Il avait une forte conscience sociale et il s'opposait clairement aux injustices, à l'intolérance et au fanatisme. Il était tenace pour défendre ses idées. Il était capable de tisser des accords toujours respectueux avec autrui. C'était un homme de paix. Sa vision politique se fondait sur la citoyenneté, l'unique catégorie politique qui donne des droits et des obligations sans faire de distinction et ne discrimine personne pour des raisons de sexe, de race, de religion, d'opinion politique, d'identité ou de sentiments. Dans ses discours politiques, il parlait de construire une vie en commun, un pays pour tous, dans lequel les sentiments de l'identité nationale ou culturelle ne seraient pas des catégories politiques, car tout pourrait s'exprimer librement. Construire la paix comme les gens du peuple et les gens de bien l'entendent. Paix qui exigeait à renoncer à utiliser la violence et le terrorisme comme instrument pour obtenir des objectifs politiques. Créer une tolérance et un respect envers le pluralisme social et culturel de la citoyenneté. Sa position face à la violence a toujours été catégorique et sa voix s'est élevée forte et claire pour dénoncer que l'ETA ne représentait rien qui puisse rendre service au pays et que dans la société basque, on pouvait défendre n'importe quelle cause politique avec des mots, à travers des voies démocratiques, mais ne jamais rien imposer à personne et encore moins par la force et avec la violence. La clarté avec laquelle il s'exprimait et la force de ses convictions le situeront comme objectif au centre de la diane. Durant les jours antérieurs aux fêtes de Noël 1995, le commando Araba
a été désarticulée et l'identité des personnes qu'il avait l'intention de tuer révélée. Lui était sur la liste. Alors on lui a placé un service de protection de police. Ceci limita énormément sa liberté, de même que celle de ma mère. Ils aimaient beaucoup la nature et la campagne et avaient l'habitude de faire des voyages avec leur caravane ici, dans les campings du sud de la France, pour récupérer leur liberté, jouir d'espaces tranquilles et sûrs. Malgré la menace, mon père n'a jamais voulu quitter le Pays basque. Durant le cessez-le-feu total et indéfini que l'ETA décréta en septembre 1998, on lui retirera toute la protection policière. Et quand l'ETA a mis fin à la trêve, un escorte pour l'accompagner lui a été accordé. Longtemps après, nous avons su que ce fut durant cette période que le commando Ituren de l'ETA a réalisé le suivi et a planifié son assassinat. À ce moment-là, c'était le leader de l'opposition au Parlement basque. Le 22 février 2000, à 16h38, l'ETA l'a assassiné, ainsi que son escorte Jorge Díez Elorza, moyennant l'explosion d'une voiture piégée. Ils avaient 53 et 26 ans. Mon frère Carlos m'a donné la nouvelle par téléphone. Ses papas, ils l'ont tué. À partir de ce moment, j'ai été envahie par un énorme chagrin et une immense tristesse que me surpassèrent. Une bonne partie de cet après-midi-là et les jours suivants restent comme un trou noir dans ma mémoire. Cependant, je me souviens parfaitement des moments précis. La maison de mes parents pleine de gens, voisins, amis, famille, hommes politiques. Entrer au Parlement et découvrir le cercueil fermé et penser « je ne le reverrai plus jamais et je n'ai même pas pu lui faire mes adieux. » L'air frais sur mon visage quand les portes du Parlement se sont ouvertes, la tristesse poignante quand s'est fait entendre l'heureuse coup d'honneur, avant de commencer une marche à travers différentes rues de la ville jusqu'à l'arrivée à la cathédrale. Les gens qui se bousculaient tout au long du parcours en applaudissant. L'odeur de toutes les fleurs en entrant dans la cathédrale. Le lieu de l'attentat ravagé par le feu, plein de messages, de lettres, de bougies allumées. En repassant à ce jour, je sens que nous avons eu de la chance grâce à l'énorme soutien social que nous avons eu. Je comprends le déchirement de tant de victimes comme Anna et Véronique, qui ont vécu la même chose que moi dans une stricte solitude. 23 ans sont passés et parcourant mon processus vital, je vois que durant les premières années, le chagrin m'envahissait d'une façon telle que j'ai consacré mon énergie à résister, à survivre et à construire ma famille. Mes enfants ont été mon moteur, mes petits instituteurs. Avec eux, et petit à petit, j'ai mis des mots à tant de désolation lorsque j'ai commencé à répondre à leurs questions. Qu'est-ce que lui était arrivé à grand-père? Pour eux, j'ai commencé à parler de ce qui s'est passé, avec beaucoup de délicatesse, pour ne pas les faire souffrir ni s'aimer en eux une haine que moi-même je ne sentais pas. Dans mon cas, les 3 personnes qui ont organisé et réalisé l'assassinat de mon père et la personne qui a donné l'ordre de le commettre ont été arrêtées. Ceci m'a aidé dans mon processus de deuil. Et je comprends le vide que ressentent tant de victimes qui ne savent pas qui a assassiné leur être cher. Il n'est pas possible de trouver la paix sans justice ni vérité. Malgré la douleur et l'effroyable chagrin souffert, j'ai été capable d'orienter ma rage et ma peine vers quelque chose de positif, d'éduquer mes enfants sans haine, ayant connaissance de tout ce qui s'est passé, mais comme des personnes libres et au bon cœur, ayant une attitude honnête et conciliatrice, mais à la fois ferme et authentique.
j'ai eu l'opportunité de connaître et affronter la souffrance d'autres victimes et surtout de comprendre qu'il nous correspond à nous d'écouter cette douleur, de l'affronter et de l'accueillir, car c'est uniquement ainsi que nous pourrons construire les bases d'une vie en commun saine. J'ai beaucoup appris en écoutant d'autres victimes de l'ETA. J'ai pris conscience de la dimension de la douleur provoquée et de la souffrance causée aussi en prêtant attention aux victimes d'autres terrorismes, comme le GAL. Et aussi aux mêmes assassins qui ont fait un parcours pour trouver leur humanité perdue vers le chemin de la paix et cherchant un sentier vers une reconstruction de la vie en commun. Ce désir ardent qui me soutient, c'est de faire tout ce qui est entre mes mains pour que ce que nous avons vécu ne s'oublie pas et ne se répète jamais. Il est nécessaire de réveiller la commodité dans laquelle vivent ceux qui se perçoivent qu'oublier, c'est la solution, le remède, en activant ainsi l'intelligence émotionnelle collective. La mémoire des détails qui ont tissé notre existence au long de toutes ces années nous permet d'avoir conscience de l'effet dévastateur que le terrorisme de l'ETA a eu dans notre société. Nous ne pouvons pas l'ignorer ni prétendre construire sur lui des bases d'une vie en commun saine. L'ETA n'a pas été seulement le terroriste qui matérialisait les attentats. C'était en plus les informateurs, les espions, les mouchards, les collaborateurs, ceux qui leur offraient refuge, armes et sécurité. Et c'était aussi ceux qui les acclamaient et qui rendaient leur cause légitime dans les institutions publiques. Le philosophe Reyes Mate dit « Lorsque l'on tue, beaucoup de choses meurent. » Le terrorisme de l'ETA a assassiné plusieurs vies, a supprimé des futurs, a détruit des familles, a séparé des amis, des voisins. Au Pays Basque et en Navarre, il a détruit les libertés, l'empathie, la solidarité, le respect et la compassion. Il a laissé une communauté dévastée qui s'est montrée durant des années indifférente et impassible face à la violence, souvent éloignée et hostile, parfois cruelle et déshumanisée avec les victimes. La perte complète des valeurs et la perversion morale, de même que la douleur et la souffrance occasionnées, ont des racines profondes dans notre terre. Ça fait maintenant 12 ans que l'ETA a arrêté de tuer, mais elle se résiste à disparaître de nos vies et la violence n'a pas été totalement répudiée ni exilée. Le discours de la haine est toujours présent et les mythes avec lesquels ils ont tué aussi. Le 5 octobre dernier, ils ont attaqué le monument érigé à l'endroit où l'ETA a assassiné mon père et Jorge. Et le jour suivant, ils ont saboté la tombe où reposent les cendres de mon père avec de la peinture noire et des excréments. Ce fut une attaque directe à notre cœur. Et une fois de plus, Euskal Herria Bildu n'a pas voulu se joindre à la déclaration institutionnelle de condamnation de la mairie de Vitoria. Ce parti politique qui, face à une agression machiste, n'a aucun problème à exprimer sa plus énergique condamnation et refus, de même que son soutien et sa proximité envers la victime et son entourage, est incapable d'apprécier et de s'exprimer dans un même sens quand il s'agit d'une victime de l'ETA. Cette asymétrie morale est indécente. Il n'est pas suffisant de refuser l'attaque que nous avons soufferte et de dire que c'est inacceptable. Si elle n'est pas accompagnée d'un reproche éthique, elle ne sert à rien. Son effet est injuste et cruel. Moralement, il ne peut pas y avoir de différents discours selon qui est la victime. Ce que nous avons souffert, c'est ce que beaucoup de victimes de l'ETA qui vivent au Pays Basque et en Navarre supportent chaque jour dans les rues, dans les parcs où jouent leurs enfants et petits-enfants, en voyant des pancartes qui élogient ceux qui ont tué leurs proches et rendent légitime à ce qu'ils ont fait. Les images que vous voyez
ont été prises cette année 2023 et nous pouvons y lire. Hors d'ici, on ne nous veut pas, on ne vous nécessite pas. Vive l'ETA militaire. La lutte militaire est la force du peuple. Attaquons à nouveau. Oui. ETA, tue-les. Le folklore de l'hommage aux prisonniers terroristes suppose un éloge à la violence et transmet qu'avoir recours à la violence peut être légitime. Ils ne sont pas prisonniers pour leur idéologie, mais pour les délits qu'ils ont commis. Malheureusement, cette information est délibérément omise. Vous vous imaginez que les espaces publics de vos villages, de vos villes, se remplissent des pancartes avec des photos des terroristes qui ont commis les attentats de Nice ou de Paris? Comment vous sentiriez-vous si on faisait un accueil public aux terroristes condamnés pour les attentats djihadistes commis en France à leur sortie de prison et dans leur quartier? Ou si on considérait les terroristes qui sont morts pour commettre des attentats comme des victimes, de même que les personnes qu'ils ont assassinées. Encore de nos jours, la gauche abertzale et radicale n'a pas reconnu publiquement la souffrance injuste qu'elle a causée et les différents grades de responsabilité qu'elle porte en elle. Celle-ci est une des principales barrières pour la vie en commun. Je terminerai en vous posant une question. Tuer un homme, c'est défendre une idée ou commettre un crime? Dans la réponse que chacun donnera se trouvera la clé du travail qu'il nous restera à faire.